une affaire d'irrégularité administrative secoue actuellement l'administration publique togolaise. Plusieurs agents ont été arrêtés après la découverte de pratiques suspectes liées à des avancements de carrière au sein du ministère du Travail et de la fonction publique. Samia, que révèlent les enquêtes à ce stade? Écoutez, madame, vous savez que d'abord ceux qui sont mis en jeu dans cette affaire sont des fonctionnaires. Donc ce sont des personnes qui ont été recrutées, qui sont nommées, titularisées dans un grade dans la hiérarchie donc des emplois publics. Et donc qui sont placées dans une situation statutaire réglementaire, c'est-à-dire que ces personnes-là sont soumises au statut général de la fonction publique et à son décret d'application. Et tous les actes réglementaires qui organisent donc la gestion de carrière. Et donc quand vous vous retrouvez dans une situation où, puisque la question d'avancement de carrière est gérée par les services du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, eux, ils gèrent la partie administrative, parce que qui parle non seulement d'avancement d'échelon et de classe, ça a une répercussion financière. C'est-à-dire qu'on peut traiter de façon administrative votre dossier et que finalement, au niveau donc, du contrôle financier, donc au niveau du ministère chargé de l'économie et du budget, on se rend compte que vous ne méritez pas votre situation. Des finances et du budget. Des finances et du budget, selon la nouvelle configuration. Nomenclature, véritablement. Et donc, on voit dans cette affaire une certaine fixation sur la fonction publique. C'est-à-dire que du ministère de la fonction publique, du travail et de la société. On parle de plus de 60 personnes arrêtées. On parle de 64 agents, pas seulement de la fonction publique. Ce sont 64 agents, il y a des gens du ministère des Finances qui sont aussi dedans. Ça veut dire que vous, la manière dont les conditions d'avancement de carrière sont organisées, vous ne pouvez pas être dans un service au niveau donc de la fonction publique et manigancer, frauder, et que ça aboutit si vous n'avez pas de complices. Donc ça veut dire que là, le libellé n'est pas correct. 64 agents, véritablement, sont 4 agents publics. Donc on se retrouve dans une situation où on s'est rendu compte que pendant de longues années, puisque pour pouvoir avancer, que ce soit avancement par échelon ou avancement de classe, il faut réunir un certain nombre de conditions. Il faut une note professionnelle, une moyenne de notes au moins égale à 7,10. Ça, c'est le statut qui prévoit ça. Il faut une ancienneté, avoir épuisé les échelons de la classe actuelle. Et donc, vous avez l'avancement d'échelon qui se fait automatiquement. Donc, chaque 2 ans, un agent public avance. Et vous avez l'avancement de classe où c'est conditionné. Il faut être inscrit dans un tableau donné. Donc, c'est organisé comme ça par le statut général de la fonction publique. Mais on se rend compte que certains agents qui sont soumis au statut général de la fonction publique, notamment aux règles d'éthique et de déontologie, qui imposent aux agents publics une certaine probité, loyauté, une certaine intégrité, se soumettent à des actes de fraude en falsifiant les signatures donc, des officiels. C'est-à-dire que vous avez au niveau donc, de la fonction publique un certain nombre d'autorités qui sont signataires des actes d'avancement, qui doivent approuver. Eux, ils falsifient cela et en complicité avec leurs collègues qui se trouvent peut-être dans des services rattachés au ministère des Finances et du budget véritablement, eux aussi, arrivés là-bas, puisqu'ils sont en communication, ils corroborent tout ce qui a été préparé, et puisque celui qui signe n'est pas fondamentalement celui qui vérifie. L'autorité qui signe, il signe après que les services techniques de son service aient travaillé véritablement sur ça. Et validé. Donc, lui ne fait que vérifier la conformité et il signe véritablement. Et donc, comme vous savez que dans la fonction publique, il y a un contrôle accru des procédures, il s'est fait qu'au cours d'un contrôle, on s'est rendu compte qu'il y a ce nid-là qui était en train de prospérer véritablement. Et comme c'est la tolérance zéro dans la fonction publique, il va falloir que les gens répondent de leurs actes finalement. Alors, est-ce que pour toi, ce dossier met en lumière des dérives même dans la gestion des parcours professionnels au sein de l'administration publique au Togo? Je ne dirais même pas que dérives. J'ai l'impression, et ça vraiment c'est l'impression personnelle, qu'il y a tout un pan de comportement
on va dire, presque dans la culture des individus, vraiment des individus. Beaucoup de choses qui ne sont pas ni légales, ni réglementées, ni légitimes, mais sont un peu dans les pratiques courantes qui sont comme admises sous le manteau et qui diffusent comme ça au sein du corps professionnel, notamment dans le cas d'espèces de la fonction publique. Et donc, il y a tout un tas de pratiques comme ça qui... Pendant longtemps. Pendant très 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 longtemps, je dirais, qui diffusent vraiment dans la culture et qui, faute de réprimande, sont considérés comme pas si graves que ça. Parce que bon, ça arrange chacun, donc bon, on ne se pose pas trop la question. Et donc ça peut, au fond de chaînes de petites corruptions ou juste de copinage, hein, faciliter ce genre de comportement-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette saisie, on va dire, cet alpagage d'une soixantaine d'agents arrive au moment où le pays a pris quand même des engagements vis-à-vis de certains partenaires, notamment le FMI, pour réduire son déficit public à autour de 3%. Et donc, dans cet effort-là d'assainissement justement des finances publiques, de réduction des dépenses, on fait cette prise-là qui, bon, je pense, sera perçue comme un signal intéressant de la part de ceux qui évaluent le pays sur ces créneaux-là. Encore que 64, je pense que bon, je pense que c'est bien plus large et plus vaste que ça. Moi, j'ai envie de voir dans une logique, mais ça c'est vraiment une opinion personnelle. J'ai envie de voir dans une logique vraiment d'assainissement de la fonction publique, justement avec l'idée aussi d'efficacité de la fonction publique qui est là avec la notion de digitalisation, qu'on aille un peu plus loin et qu'on cherche s'il n'y a pas quelques emplois fictifs par-ci, par-là, quelques, je dirais, employés surnuméraires dans certains des départements. Je pense que ce qui a été commencé avec cette prise d'une centaine de fonctionnaires pourrait aller plus loin et qu'il y a beaucoup d'économies que je dirais, la machine publique pourrait faire si on nous personnalisait vraiment ce genre Vraiment, je pense qu'on ferait énormément d'économies et que l'État serait vraiment très allégé, enfin, pas très allégé, mais en tout cas, que ce ne serait pas négligeable si on poursuit dans une logique d'efficacité budgétaire, d'efficacité de la fonction publique et de réduction un peu de ces poches qui sont quand même des poches de pertes, quoi. Alors, ça me rappelle le cas, il y a une espèce de boutade sur je pense qu'il y avait un comptable camerounais, ça c'est un réseau depuis longtemps, ou pendant longtemps où il aurait des centaines d'emplois fictifs comme ça, et quand on fait le compte, ça revient à plusieurs millions chaque mois perçus en salaire, quoi. J'imagine, bon, je ne pense pas que ce soit le cas au Togo, mais j'ai envie de voir un peu, d'aller vraiment dans une logique où on nous personnalise, on met de l'efficacité dans la gestion. On ferait beaucoup d'économies pour nos pays, quoi. Alors, Dieudonné, est-ce que l'ampleur des irrégularités relevées, plus de 60 dossiers concernés, donc interroge pour toi sur la profondeur même des dysfonctionnements au sein de l'appareil administratif? Non, mais écoutez, sur cette question, moi, je m'interroge essentiellement sur la portée et la pertinence de cette opération. Alors, est-ce la fin de l'impunité? Est-ce vraiment la fin de l'impunité ou alors le début d'une communication d'assainissement? Il y a une différence entre communiquer autour d'un éventuel assainissement du système et l'assainissement réel du système. Nous venons de parler du Burkina Faso qui a véritablement assaini son système et pour aboutir au réel résultat que nous apprécions tous. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de communiquer tout simplement autour d'un fait pour faire entendre raison à ceux qu'ils veulent ou alors pour faire entendre à la communauté internationale, à nos financiers? N'oubliez pas, les fonctionnaires sont payés dans la plupart des cas sur des prêts que nous recevons. D'accord? Eh bien, cette masse salariale est supportée par nos fournisseurs. D'abord, tu l'as appelé mon fonds de roulement. Oui, c'est cela. Alors, est-ce une manière de dire à ses partenaires, en réalité, bon, nous sommes en train d'arranger maintenant les choses et faites-nous confiance? Si c'est ça, avec 64 personnes. 64, c'est minime. Hein? Lorsque nous voyons ce qui trame
C'est très cimenté. Des années durant, les gens ont organisé des choses. Je me dis, ces 64 personnes ne sont que des fusibles à sauter. Et pour peut-être servir de leçon ou alors aboutir à des fins que je ne maîtrise pas encore. Mais si cela est sincère et véritablement qu'on veut assainir un système, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin que ce que nous sommes en train de voir là. Et là, ce n'est qu'une anomalie officieuse qu'on a rendue officielle. Il y a des véritables anomalies officielles qu'il faut réussir à démanteler, notamment le cumul des postes fictifs, des gens qui sont à la retraite depuis des années, mais qui sont toujours dans le système et qui sont employés à de plusieurs postes et qui jouissent de multiples salaires. Tout ça là fait partie de la masse salariale. Alors, à qui imputer ces irrégularités, si tant est qu'on veut véritablement assainir le système? Est-ce que ces irrégularités existent vraiment, Samir? Mais madame, écoutez, quelle que soit la beauté des normes qu'un État adopte, quel que soit le degré d'efficacité des normes, il faut toujours des hommes pour les appliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut toujours des hommes pour les appliquer. On peut écrire noir sur blanc que voilà ce qui doit se faire. Mais il faut quelqu'un pour veiller à l'application de cela. Et donc, la question de gestion de carrière des fonctionnaires, d'avancement de carrière, d'avancement de classe, d'échelon, de grade, la loi dit que cela se fait sur la base du mérite et de l'ancienneté. Et la procédure, elle est décrite. Si vous, qui avez été recruté par l'État, vous êtes payé sur les fonds publics et vous êtes soumis à un certain nombre de tests, notamment les normes d'éthique et de déontologie. Si vous connaissez la loi, vous qui êtes censé l'appliquer, vous violez la loi et que l'État, parce que tout ce qui a été dévoilé, c'est après de longues enquêtes, et ce n'est même pas encore fini. Parce qu'au fur et à mesure qu'on écoute les gens... Donc on peut comprendre que c'est le premier groupe. Madame, c'est comme les ça. 64. Dans ce genre de situation, au fur et à mesure qu'on écoute des gens, puisque vous, on vous a arrêté, vous allez dénoncer votre complice. Et à tour de rôle, on voit que le réseau est en train de s'agrandir véritablement. Donc c'est pour ça qu'il est important d'instaurer des contrôles. C'est ça le mécanisme. C'est-à-dire qu'il faut que le contrôle qu'on instaure soit efficace. Et ça permet véritablement de déceler ces failles-là, de déceler ces pratiques frauduleuses-là, de déceler ces personnes-là qui violent les lois. Parce que le statut dit quoi? Lorsque vous observez un certain nombre de manquements liés à vos obligations statutaires et réglementaires, soit c'est une sanction disciplinaire, soit c'est le blâme, soit c'est une révocation pure et simple. Et vous imaginez ce genre de personnes... Vous voyez un retraité être sous une sanction disciplinaire comme... madame, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Vous savez que dans la fonction publique, ce n'est pas le même système. Avancement différent on rentre de pour la faire retraite. carrière. On ne peut rentrer dans la fonction publique que soit par concours, soit par contrat. C'est-à-dire que soit vous accédez à la fonction publique, soit par concours, soit c'est par appel à candidature. C'est pourquoi dans la fonction publique, vous avez deux catégories d'agents publics. Vous avez des fonctionnaires et vous avez des agents contractuels. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas assimiler des situations qui sont loin d'être les mêmes. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'une personne qui soit retraitée puisse être assimilée à des personnes qui sont reconnues de pratiques frauduleuses et tout cela? Ça devient du cafouillage. Mais madame, ce n'est pas une forme de fraude. La gestion des carrières est gérée par les services de la fonction publique. Donc, vous voyez les communiqués réguliers de la fonction publique. À chaque fois, il y a une liste qui est publiée des personnes qui partent à la retraite. Et c'est comme ça, c'est organisé. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à échéance de votre carrière que vous allez partir à la retraite. Il faut un acte qui constate que vous êtes en fin de carrière. Et on vous invite à jouir pleinement de votre retraite. C'est comme ça fonctionne. Que des agents admis à la retraite, comme tu viens de le dénoncer, soient toujours aux fonctions. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas en train de chercher un éclaircissement de Samir. Hein. Je vous dis qu'il y a des anomalies officielles et des anomalies officieuses. Est-ce que vous pouvez apporter les preuves de toutes les façons, souvent les dénonciations calomnieuses peuvent vous traduire devant le juge. De toutes les façons. Moi, je dis aujourd'hui, lorsqu'on opte pour cette opération, en soi, c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce qu'on ira plus loin que cela? C'est tout l'enjeu pour le gouvernement. Voilà.
Maintenant, est-ce qu'on ira plus loin que cela pour véritablement démanteler de telles personnes qui jouissent sur le trésor de l'État indûment? Est-ce qu'on ira plus loin pour démanteler des anomalies qui sont aussi dans le système de la fonction publique, qu'on le veuille ou non? Ces brebis galeuses-là, les démanteler tout simplement. Mais prendre aujourd'hui 64 personnes qui sont des faussaires de la fonction publique, en soi, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça s'arrête là? Assure, Samir, C'est un ça système... peut être le premier groupe qui Bon, dénonce. de toutes les façons, c'est lui qui l'annonce. Je ne sais pas où il a l'information, le premier groupe, le deuxième groupe, je ne sais pas. Mais moi, je pose que des questions. Je me demande si véritablement la vision est d'assainir le système. La vision est d'assainir l'économie togolaise. La vision est d'assainir la finance au Togo. C'est de faire un travail de fond et ne pas s'arrêter à la communication autour de ces brebis galeuses-là. De toutes les façons, il y en a toujours de telles personnes. Mais lorsqu'il y a une volonté politique qui veuille aujourd'hui qu'on cultive la méritocratie au lieu de la médiocrité, je pense qu'on pourrait y arriver. Mais lorsqu'on va le faire juste pour intéresser X ou Y, je pense que l'objectif ne serait pas... Alors, je donner de atteint. quoi as-tu besoin pour savoir que c'est un tournant dans la lutte contre la fraude? Moi, je n'ai pas besoin de preuves administrative. pour savoir. C'est un appel que moi je fais. C'est un vœu pieux de toutes les façons, que cela aille beaucoup plus loin. Moi, je n'ai pas besoin de qu'on me donne de preuves, on va continuer, on ne va pas continuer. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Si Samir dit c'est le premier groupe, c'est lui qui a l'information, moi je ne l'ai pas. Samir n'a pas dit ça, mais en suivant ses explications, c'est ce qu'on a pu comprendre, ou bien Samir? Absolument. Vous savez, lorsqu'on mène des enquêtes, il faut du temps pour que cela donne des réponses adéquates. Et donc, au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent, on essaie de démanteler. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous allez voir, la plupart sont en prison. Et vous savez, ce qui est important depuis un certain nombre d'années, avec la mise en œuvre des réformes au niveau des finances publiques, il y a des contrôles réguliers qui se font pour dépouiller le fichier des fonctionnaires, des doublons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis, qui sont décédés, ou des gens qui ont quitté la fonction publique et qui ne continuent pas à percevoir les salaires depuis un certain nombre de temps. Ils sont donc à la retraite. Non, qui ont quitté la fonction publique. Parce que les gens quittent comme ça la fonction publique. Si on ne signale pas que vous avez quitté votre poste, comment on peut prendre en compte ce genre d'informations? Et donc, il y a des contrôles menés par le ministère des Finances pour assainir le fichier. Et régulièrement, il y a ce genre d'opérations qui se font pour assainir. Ce sont des ressources de plus pour les finances et ça permet d'asseoir une gestion harmonieuse donc, des ressources humaines de l'État. Et moi, ce que je peux dire sur le sujet, je pense qu'il faudrait à un moment donné quitter le terrain des spéculations. Il faut comprendre les faits tels qu'ils se présentent et qu'on fasse une analyse profonde. Est-ce que, quand le problème s'est posé, les autorités publiques ne se sont pas saisies de la situation? Est-ce qu'ils se sont saisis? Quel est l'aboutissement de cette situation-là? C'est à partir de ce moment qu'on peut juger de l'efficacité ou non d'une telle opération. Maintenant, qu'on commence par spéculer dessus pour dire que est-ce que cela va aboutir, est-ce que c'est pas peu et tout cela. Mais si l'autorité ne communique pas, mais on ne peut pas savoir toutes les démarches qui se font pour essayer d'assainir le fichier donc, de la fonction publique, pour essayer de mettre à rude preuve donc, ces personnes-là qui s'adonnent à des pratiques douteuses et qui violent les principes même de la fonction publique. Et donc, moi, je dirais que c'est une bonne chose. Et on ne peut que demander à ce que les contrôles, puisqu'il y a des organes de contrôle, que les contrôles soient répétitifs et qu'on essaie de déceler ces failles-là pour assainir véritablement la fonction publique. Quoi qu'on dise, il y aura toujours de cette situation-là. De l'administration publique. Est-ce que c'est suffisant? Ce serait déjà très très bien. Et de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, quand on va vraiment opérationnaliser ce genre de choses, quand on va vraiment s'y mettre... Toi, tu dis vraiment avec... oui, j'y viens. Précision. C'est-à-dire que tout le monde va grincer des dents. C'est ça que je veux dire. Presque tout le monde va grincer des dents parce que il y a un aspect... Bon, je n'ai pas de chiffres, il n'y a pas de sondage, mais il y a l'impression que beaucoup de pratiques sont
je dirais, disséminés comme ça dans la société. Il y a plein de gens qui sont entrés par copinage, qui connaissent, même cette idée de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Dans l'administration publique. Ni par contrat, ni par non, tu concours. peux avoir un contrat, il n'y a pas de problème, mais comment en es-tu arrivé à avoir le contrat? C'est ça la question. Vous voyez, il y a toute une logique. Assainir, ce n'est pas justement éliminer les fraudeurs, c'est voir pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Il ne faut pas qu'on ferme l'ignorance. Sur quelle base, sur quelles compétences? Est-ce que le service qui t'a embauché avait vraiment besoin que tu sois là, en fait? Parfois, on peut très bien être compétent, mais en fait, tu rejoins une équipe où ils étaient déjà complets, par exemple. Ce genre de choses, ce n'est pas nécessairement illégal, mais c'est un ensemble d'activités pratiques qui, je dis vraiment, sont disséminées et qui, quand on fait le cumul, vous savez que si vous avez 1000 personnes sur numéraire, il faut prendre leur salaire fois 1000, quoi. Vous voyez ce que ça représente. Donc, ces coûts sont importants. Quand on va vraiment dans une logique de dégraisser la fonction publique, et je ne suis même pas sûr, en fait, qu'on veuille vraiment aller dans cette direction, parce que la perception sociale et même politique de la fonction publique chez nous, c'est que c'est une espèce de sécurité contre le chômage. On perçoit l'État, c'est-à-dire que politiquement, l'État, c'est celui qui embauche et donne la sécurité salariale. Tu rentres et tu as la sécurité salariale pour 20-30 ans. L'État est même perçu comme ça. Une logique de véritable assainissement au-delà de la fraude, même l'idée même de rationaliser les dépenses publiques, je ne suis pas sûr que le peuple togolais, dans son ethos, dans sa perception de ce qu'est l'État, est prêt à aller dans cette direction. Je pense qu'on s'attend dans une approche presque, je dirais, keynésienne de l'État, c'est-à-dire que l'État doit faire des dépenses pour faire tourner la machine économique, quoi. Et donc, je pense que dans une certaine mesure, on n'est pas tout à fait prêt à ce que l'État serre vraiment les vis au niveau de l'efficacité pour alléger les dépenses. Mais ça, c'est une logique, c'est mon opinion propre et c'est purement, je dirais, politique et sociale. C'est au-delà juste vous savez, du comptable qui regarde les entrées et les sorties. Mais c'est vraiment quelle est la perception politique et sociale du rôle de l'État dans notre communauté. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est un pourvoyeur d'emplois sûr et stable. Et donc, dans cette logique-là, on n'est pas forcément prêt à voir l'État perdre 20, 30, 40% de sa masse salariale. Parce que c'est un frère, une soeur, une tante, un oncle, c'est un ami, ou c'est soi-même qui n'aura plus cette sécurité d'emploi pour 20, 30 ans, quoi. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Ce scandale ne marque pas un tournant Peut-être, en tout cas, pour éliminer la fraude. Mais dans la logique comme moi, je dis, l'humanitaire, de vraiment dégraisser l'État pour faire les économies. Je ne suis pas sûr. Sur le court terme. Oui, c'est ça, c'est le court terme en tout cas. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il s'agit de créer la confiance entre les populations et l'administration. Hein. La création de cette confiance amène à faire quoi? À encourager les mérites. Pendant que d'autres luttent, saignent pour atteindre l'objectif, pour atteindre le niveau, d'autres se couchent tranquillement et ils ont, en fait, ce qu'il faut. Et en cela, on n'encourage pas le mérite. On se dit, mais vous voyez aujourd'hui, comment je vais dire ça, le délaissement, la négligence absolue qui se remarque souvent dans les services publics, c'est quoi? Je le fais aussi de trop, je donne tout de moi, ben on est traité au même pied d'égalité. Et donc d'ailleurs, ceux qui sont des incompétents que moi, ils gagnent mieux que moi d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je vais me donner? Donc on fournit le service minimum. Le service minimum, même pour ne pas dire la médiocrité est servie aujourd'hui dans certains services publics, qu'on ait le courage quand même de le dire. Mais là, quand l'État va commencer par encourager le mérite, décorer les plus méritants et non les politiques méritées, je pense qu'il y a une émulation qui va se créer d'elle-même. Parce qu'on ne finira pas avec cette opération. Hein. On ne finira pas avec cette opération. Mais l'une des manières d'encourager le meilleur rendement dans les services publics aujourd'hui et éviter les fraudes, c'est d'encourager le mérite, les compétences possibles, de revaloriser ceux qui font plus, ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'avancement de l'État. Sinon, aujourd'hui, les gens ont plus de garantie de l'équilibre en étant dans la fonction publique. On se dit, du moins, toi au moins, tu as un numéro d'immatriculation.
Vous voyez? Non, Ou madame- d'immatricule, comme on dit. Madame, de je pense- matricule. Je pense que Matricule. souvent, c'est bien. Il fut un certain nombre d'années, on avait cette conception-là d'une fonction publique stagnante, d'une fonction publique où la carrière est garantie. Mais je peux vous assurer, dans le cadre d'une des plus importantes réformes, notamment le programme de modernisation de l'administration pour la délivrance des services mené par l'État togolais avec l'accompagnement de la Banque mondiale, l'un des axes, c'est la modernisation de l'appareil de l'État. Qui parle de modernisation, parle de la révision des textes qui régissent la fonction publique. Le statut général de la fonction publique, son décret d'application et les autres décrets d'application. Et l'un des aspects, c'est de faire en sorte que l'administration ne soit plus une administration qui n'évolue pas, qui est toujours statique. Vous comprenez? De faire en sorte que chaque agent public puisse avoir des objectifs de performance. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans la fonction publique, mais cela ne vous donne pas la garantie que vous allez finir votre carrière dans la fonction publique. Il faut que vous puissiez donner votre preuve. Et d'ailleurs, sous La question de la redevabilité. le ministre Gilbert Barra à l'époque, je pense que c'est une continuité du service public sous sa coordination. Il y a énormément d'avancées. Aujourd'hui, vous avez le projet de statut général de la fonction publique qui est à l'Assemblée nationale, qui est en attente d'être voté. Et ensuite, vous aurez les décrets d'application qui va essayer de rationaliser la gestion des ressources humaines de l'État. Et donc, ça permet, pour quelqu'un qui rentre dans la fonction publique, de se dire que ma place, elle n'est plus garantie. Il va falloir que je fasse des preuves, je puisse montrer de quoi je suis capable. Malgré qu'il y a cet ancrage social. Deuxième aspect, ce que les gens disent, il faut faire une distinction entre la fonction publique et les postes politiques, c'est-à-dire que les postes de nomination et tout cela. Mais madame, non, c'est important. Ceux qu'on retrouve dans la fonction publique, ce sont nos frères. Vous avez un frère vous allez dire qu'il est incompétent, qu'il n'a pas le mérite d'être là où il est. Vous pouvez dire que votre frère qui est dans la fonction publique enseignante, qui est dans la fonction publique sanitaire, qui est dans la fonction publique en termes de gestion des ressources locales, vous allez penser qu'il n'est pas... Les 64 arrêtés ont aussi une famille. Madame, tout le monde a une famille. Non, moi je pense qu'il ne faudrait pas généraliser la question du mérite. Parce que ceux qui passent le concours, parce que pour accéder à la fonction publique, il faut passer un concours. Ceux qui passent le concours et qui réussissent, est-ce qu'on va dire qu'ils ne sont pas compétents? Est-ce qu'on va dire que parce qu'ils connaissent X ou Y, c'est-à-dire qu'on remet en cause leur connaissance, on pense que nous, on est plus méritants que les autres. Alors que la fonction publique, ce n'est pas que vous n'êtes pas méritant, mais comme on veut un nombre donné, on fait un classement qui fait que c'est les plus meilleurs qui sont retenus. Et donc, moi, je pense que toute action humaine est perfectible. On peut dire qu'il y a des imperfections dans l'organisation des concours, mais là, jeter du discrédit sur le processus de recrutement des agents de l'État, mais je pense que c'est exagéré. Il faudrait modérer un peu ces propos. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Votre dernier mot. En venant à ce plateau, nous ne venons pas en tant que des extraterrestres ou des êtres supérieurs. Nous sommes des journalistes. En tout cas, à ce qui me concerne, je suis journaliste, il est juriste. Il vit dans la société. Et donc, nous ne venons pas raconter des tests et des choses surréalistes. Nous venons aussi faire des illustrations et faire part de nos vécus quotidiens au sein de la société. Alors, de toutes les façons, il n'y a pas question que de raconter que des tests, que des dispositions prises. Et pourtant, nous questionnons ces tests, nous questionnons ces dispositions. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas oublier que le but de la politique, c'est le bonheur. Et c'est le bonheur de la population. Et donc, in fine, ce qui compte, c'est de faire en sorte que la ménagère est plus dans son panier. C'est ça le but de la politique, ce n'est pas autre chose. Je voudrais juste apporter, je pense, une rectification par rapport au sujet du Soudan où j'ai parlé de 2,2 milliards. C'est quand j'avais 10 millions, c'est 2,2 milliards comme objectif de mobilisation. Et la conférence de Berlin a pu mobiliser 1,5 milliard. C'est le mot de la fin. Sami Ourosama, juriste, Renaud Aïd Savi, écrivain, journaliste économique, Dieudonné Sewonou, journaliste, analyste politique. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Ce sera tout pour Regard Croisé aujourd'hui. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie.